Bienvenue à vous sur Africa News. Je suis Ruth Lagos. Cette semaine dans Business Africa. L'Afrique subsaharienne a connu une reprise économique inattendue au second semestre de 2021. Qu'est-ce qui explique ce rebond alors que le continent faisait face au Covid-19 ou encore au conflit? Et de 3,8% en 2020, l'économie béninoise a enregistré un boom spectaculaire atteignant 7,2% en 2021 selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Enfin, en Ouganda, la large variété d'attractions touristiques a propulsé au plus haut niveau le secteur du tourisme local, un essor qui pourrait à terme faire baisser les courbes du chômage. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international est moins optimiste pour 2022. L'institution craint une insécurité alimentaire. La marge de manœuvre des États est très faible. Seul point positif à souligner tout de même en 2021, cette partie du continent a enregistré une légère croissance. L'Afrique subsaharienne a connu en 2021 une reprise économique établissant la croissance à 4,5%, au-delà de l'estimation de 3,7% prévue par le FMI en 2020. Les chiffres effectifs des PIB pour le troisième trimestre de 2021 ont été meilleurs que prévu et l'activité économique a résisté à la propagation du variant Omicron. Parmi les pays responsables de cette forte hausse, l'Éthiopie, dont l'économie a résisté aux multiples chocs, pandémies, conflits et infestations acridiennes. En Afrique du Sud, la levée des confinements a redonné un souffle nouveau après les terribles tensions sociales de juillet qui avaient cloué l'économie au sol. Mais les chiffres cachent une grande disparité entre les pays et les régions. Les problèmes sécuritaires au Sahel font naître des craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. Face au choc, le Fonds monétaire international préconise une accélération de la campagne de vaccination, un compromis entre inflation et croissance et la surveillance du risque élevé de surendettement. Les pays sont également invités à mieux orienter l'argent public dans les dépenses de santé et sociales et à plus de transparence et de contrôle des finances publiques. Et pour en parler, je reçois à présent M. Abebe Selassie, directeur du département Afrique du FMI basé à Washington. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre dans ce sujet, la croissance économique en Afrique subsaharienne était de 4,5% en 2021 et ce, malgré la pandémie de Covid-19, la sécheresse ou encore les conflits dans le Sahel. Comment expliquez-vous ce rebond ? En 2021, les économies se remettaient de la pandémie. Et habituellement, lorsque vous avez une reprise après une très forte contraction, comme nous l'avons vu en 2020, nous nous attendons à une croissance beaucoup plus élevée. Donc le fait que la croissance allait se développer à 3,7 n'était pas nécessairement une bonne chose. Au final, nous nous sommes retrouvés à 4,5% en 2022. Donc oui, la pandémie a affecté les résultats. Nous avons eu plusieurs pays où il y avait une sécheresse, mais cela aurait également dû être une année de rebond. Et idéalement, la croissance aurait été encore beaucoup plus élevée. Et 4,5, c'était bien. Il semblait qu'à l'approche de 2022, de nombreux pays avaient une bonne dynamique de croissance. Et ces chiffres cachent une triste réalité, la pauvreté, le surendettement de certains États. Et votre institution préconise la réorientation des finances publiques au secteur social, alors que dans le même temps, l'inflation s'accroît. Ici, les gouvernements se trouvent dans une position très difficile. Continuer à subventionner coûtera beaucoup d'argent. Donc la question que nous mettons en évidence dans les compromis que nous soulignons, c'est que les subventions du prix du carburant en général ont tendance à bénéficier aux ménages riches, plus qu'aux ménages pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tendance à conduire de grosses voitures. Ils ont tendance, vous savez, à conduire plus de voitures dans les ménages riches. De plus grandes maisons qu'ils doivent alimenter en électricité, etc. Donc la question est la suivante. Plus les gouvernements dépensent de l'argent ici, plus ils subventionnent les ménages les plus riches. Le défi pour nos pays est que les ressources sont limitées. Voulez-vous dépenser cet argent pour construire plus d'écoles, plus d'installations éducatives, ou voulez-vous le dépenser pour subventionner le carburant des ménages les plus riches ? Parlons à présent des droits de tirage spéciaux. Seulement 23 milliards de dollars ont été attribués à près de 50 pays. Pourquoi la promesse des 100 milliards tarde-t-elle et que comptez-vous faire ?
Pour l'Afrique subsaharienne, depuis mars 2020, nous avons apporté 50 milliards de dollars de financement. 23 milliards par l'allocation de DTS que vous avez noté, 26 autres milliards par d'autres formes d'instruments de financement que nous avons et près de 2 milliards de dollars d'allègement de la dette pour les pays les plus pauvres de notre région. Le point que vous avez soulevé au sujet de l'allocation de DTS sur cet objectif de 100 milliards, donc ces 23 milliards sont en fait les DTS, une allocation pure et simple aux pays africains. Cela ne fait donc pas partie de l'enveloppe de 100 milliards. L'idée est de déplacer 100 milliards de ces pays qui ont une meilleure position vers des pays qui sont plus vulnérables à cet égard. En fait, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Le poids de la dette est indéniable sur les économies de l'Afrique subsaharienne. N'est-ce pas le temps de penser à l'annuler? Certains pays le réclament. La clé est de comprendre ce qui ne peut être fait que sur une base spécifique à chaque pays, de comprendre la situation de la dette, de comprendre la vulnérabilité. Et c'est pour cela que les pressions sont si fortes. Alors bien sûr, vous savez, les moyens qui doivent être mis en œuvre. Et ensuite vient la question, à qui cette dette est-elle due et quels sont les créanciers ? Faut-il un reprofilage ou une véritable restructuration? Donc vous savez, ce que nous faisons au jour le jour, même en temps normal et encore moins dans une période comme celle-ci, c'est bien sûr de discuter avec chaque pays et de les aider à relever ce défi. Monsieur Abebe Selassie, directeur du département Afrique du FMI, merci à vous. Thank you. Boom spectaculaire de la croissance économique au Bénin, 7,2% affiché à l'écran pour le compte de l'année 2021. Comment le Bénin a-t-il réussi ce bond en matière de croissance économique? Élément de réponse avec notre correspondant à Cotonou, Romuald Vissot. C'est l'heure du déjeuner dans un marquis de fortune à l'université d'Abomey-Calavi. Auguste Ossouf, étudiant, savoure son plan de com, un repas fait à base du maïs accompagné de poissons. L'inflation des prix des denrées alimentaires a fait que les portions de nourriture ont diminué. La quantité du com n'est plus comme avant, c'est diminué, même le poisson aussi. Même le poisson? Oui, tout est cher. Ces plaintes sont de nos jours en 2022 récurrentes au Bénin. Pourtant, le pays affiche au compteur un taux de croissance économique de 7,2% d'après les statistiques de l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Pour les spécialistes de l'économie, cette performance béninoise peut s'expliquer. Quand on parle de la croissance économique, il faut dire que c'est une moyenne. C'est sûr qu'il y a certains qui ont bénéficié de cette croissance-là. Mais il y a d'autres, peut-être, qui n'ont pas bénéficié de cette croissance. Et chez eux, la situation va continuer à être mauvaise. De 3,8% en 2020, le taux de croissance économique du Bénin est passé à 7,2% en 2021, malgré les dégâts causés par la Covid-19. D'après l'INSTAD, cette performance a été favorisée par le secteur tertiaire. Avec la levée des barrières ou leur atténuation, ces barrières-là ne sont plus très strictes. Ça a permis quand même de booster le secteur tertiaire qui a augmenté comme une contribution de 3,2. Et ça qui a fait que quand on prend le secteur, c'est seul qui contribue à près de 44% de la croissance. C'est ça qui a fait qu'on a eu ce point-là de 7,2. Cette performance réalisée par le Bénin peut aussi s'expliquer par les réformes induites par le gouvernement à travers l'innovation des factures normalisées pour réduire les évasions fiscales. D'une réussite à une autre, cette fois-ci, je vous emmène en Ouganda, où l'essor du secteur touristique a fait baisser le taux du chômage pendant la période du confinement. De plus en plus d'Ougandais visitent les parcs et l'immense lac Victoria. Niché sur une île dans les eaux impétueuses du Nil, l'Himalaya Whitewater, c'est une destination très spéciale. Avec sa verdure et ses cottages au toit de chaume, il a été élu cette année deuxième hôtel le plus instagrammable du monde par le site internet Luxury Travel Advisor. Alors que la pandémie avait mis fin aux voyages internationaux, les Ougandais ont découvert des merveilles près de chez eux. En regardant les chiffres que nous obtenons, 70 à 65% sont des Ougandais locaux. Et là encore, le Covid nous a ouvert les yeux. On ne peut plus dépendre des touristes étrangers. La charité commence chez soi. Avec ses 10 parcs nationaux, la région abrite une grande variété d'attractions touristiques comme les safaris.
Pour inciter les Ougandais à passer des vacances chez eux, le gouvernement affirme qu'il fait activement la promotion des parcs et de la faune. Depuis notre ouverture, si vous regardez les chiffres de décembre, par exemple, environ 41 000 personnes ont visité les parcs nationaux, uniquement les zones protégées, le lac Bunyoni, les îles, mais uniquement les zones protégées. Environ 41 000 personnes les ont visitées. C'est donc très prometteur et nous espérons qu'en continuant à nous concentrer sur le marché intérieur, les chiffres vont augmenter. L'un des principaux obstacles pour les Ougandais est le coût de la visite de ces lieux. Le gouvernement a donc autorisé une plus grande concurrence dans le but de faire baisser les prix. L'essor du secteur du tourisme contribue également à endiguer le chômage qui a grimpé en flèche pendant les périodes d'isolement dues à la pandémie. Nous arrivons au terme de ce numéro de Business Africa. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes Africa News en français et en anglais. À bientôt.